Travis Walton, Bruno, je te donne la parole. Oui, alors Travis Walton, c'est une sacrée expérience, c'est une rencontre du troisième type, une rencontre terrifiante. Alors avant d'en parler, je vais quand même situer un peu l'époque. Ça s'est passé en 1975, sous la présidence de Gerald Ford, c'est lui qui a fait voter en 1974 la fameuse Law of Freedom, Information Act, donc ça permet aux citoyens d'accéder aux documents déclassifiés. Et donc, il y a, le commandant Gaillard en parle dans son livre Documents interdits. Donc, ça se passe en Arizona. Les faits se passent en Arizona. Donc, l'Arizona, c'est à l'ouest des États-Unis. Vous avez donc la Californie à côté, l'Utah au nord, au sud le Mexique, et à l'est, vous avez le Nouveau-Mexique avec la ville de Roswell. Les faits se sont déroulés dans la forêt de Apache de Seagrave National Forest, qui fait 11 000 km², soit 2 fois la surface de l'Ardèche. L'Ardèche fait 5 500 km². Elle est composée de pins jaunes ou pins Pandoresa, donc des pins qui font de 30 et 50 mètres de haut. Et donc, les événements ont débuté le 5 novembre 1975, à partir de la petite ville de Snow, du comté de Navajo. Et là, la vie de 7 bûcherons va basculer, parce qu'ils vont être confrontés à quelque chose d'extraordinaire qui va les marquer à vie, dans leur vie intérieure et dans leur vie sociale. Donc le 5 novembre 1975, Mike Rogers, le chef d'équipe, a reçu une mission de débardage à peu près à 30 km de Snowflake, c'est-à-dire de nettoyer une partie de la forêt, parce que un an ou 2 ans avant, il y a eu un incendie dans le sud de la forêt de Seagrave, dans une tribu Apache, où réside une tribu Apache. Donc ils ont cette mission. Donc Mike Rogers vient avec son pick-up et il embarque 6 jeunes bûcherons. Donc Travis Walton qui a 22 ans, et puis ses 5 autres compagnons, pardon. Et donc ils partent le matin dans la forêt de Seagrave, et donc ils vont attaquer à la tronçonneuse, débroussailler, couper les arbres. Donc c'est un travail physique. Ce sont des hommes jeunes. Le plus jeune a 17 ans, c'est Steve Pierce. D'ailleurs, il a monté sur son âge pour avoir du travail, pour gagner un peu d'argent. Et donc, ce sont des sportifs, puisque Travis Walton a 22 ans. Quand il a fini ses séances de bûcheron, il fait de la boxe, c'est un boxeur. Mais en plus de ça, il monte des taureaux sauvages. Ça, c'est son sport qu'il fait à côté du travail. Et donc toute la journée, elle se passe avec la tronçonneuse, donc un travail physique. Et le soir, quand ils ont fini, ils sont bien contents de rentrer. Et donc, sur la route, sur la piste, donc la nuit est tombée. Ils sont en train de rouler, et donc ils sont déjà en train de discuter, de dire, bon, ben, ce soir on va sortir, on va aller voir les filles, on va s'amuser, voilà, on va se détendre. Et puis, en roulant sur la piste, ils voient une lumière qui éclaire la forêt. Alors je vous ai parlé les pins jaunes, ils ont une caractéristique, ils ont des fûts élancés. Et là, la lumière, elle est diffuse, elle passe à travers tous les pins. C'est une lumière jaune-blanche. Et les hommes sont intrigués, la lune, elle est dans le ciel. Et puis là, ils regardent, ils se disent, mais c'est pas un incendie, enfin, ça ne ressemble pas à un incendie. Il y en a un qui a été militaire dans l'US Navy, qui a travaillé sur un porte-avions. Il dit, mais bon, c'est pas les lumières d'un avion, c'est pas un tracteur. Enfin, les 7 hommes sont interpellés, ils se posent des questions. Et puis, Mike Rogers va diriger le pick-up ils vont aller vers la source de la lumière. Et ils vont s'approcher de cette lumière, c'est incompréhensible, la lumière éclaire partout. Et c'est très puissant. Et ils s'approchent, et alors là, ce qu'ils vont voir, là, c'est la stupéfaction. Ce qu'ils vont voir, c'est une soucoupe volante, c'est un disque. Ils le décrivent comme gris aluminium, lisse. Alors même description que Bob Lazar ou que Georges Julien ou Cascade du Hérisson,
Il n'y a pas de traces de rivets, de boulons, c'est hyper lisse. Et puis il y a des fenêtres où il y a des lumières multicolores, il y a du jaune, il y a du bleu, c'est vraiment un spectacle ahurissant. Et d'ailleurs, plusieurs vont dire, mais c'est absolument magnifique, ils sont inoptisés, et en même temps, ils sont très peurs. Parce que l'engin est au-dessus de la clairière, donc ils voient bien que c'est un disque qui est assez grand. Et donc ils ont arrêté le pick-up, ils voient ce spectacle, c'est incroyable. Il y a des sons un peu qui sont modulés, on ne sait pas s'il y a des infrasons ou des ultrasons. Il y a un bip-bip qui se fait, mais un bip-bip pas très fort. Et voilà. Et à un moment donné, il va se passer quelque chose d'absolument incroyable. Alors que les hommes ont peur, ils sont dans le pick-up, et ils sont fascinés, ils savent que c'est pas humain. Il va se passer un truc incroyable. Travis Walton va descendre du pick-up. Alors là cette fois, ils interpellent Travis. Travis, est-ce qu'il est shooté à l'adrénaline? On ne sait pas. Il faut qu'il aille voir ce vaisseau. C'est absolument incroyable. Il s'approche. Ses collègues dans le pick-up l'interpellent. Come back, Travis, you are crazy, tu es complètement fou. Ils hurlent. Cette fois, ils ont peur. La peur a monté d'un cran. Mais quand vous avez peur, vous êtes toujours conscient, vous arrivez à réfléchir. Mais là, ce qui va se passer, la peur va disparaître. Travis s'approche du vaisseau. Plus il s'approche du vaisseau, alors est-ce qu'il a été pris dans les systèmes de captage du vaisseau? Le bip-bip va s'amplifier. Le son va aussi se modulariser, il va être de plus en plus fort et il va y avoir des vibrations qui vont être ressenties dans le bilan, dans le volant du pick-up, comme le dira Mike Rogers au shérif et aux enquêteurs. Et à un moment précis, il se passe l'inconcevable. Il sort de la secoupe un rayon d'énergie bleu, très puissant. Voilà, exactement. Alors, le dessin, oui, c'est encore plus puissant que ça, et le vaisseau est plus bas, d'après moi, les dessins que j'ai. Et Travis est frappé, mais de plein fouet, comme la foudre, par un rayon d'énergie, et il est mis en lévitation à près de 6 mètres du sol. Paralysé, comme par un rayon téléporteur, et il est paralysé devant les bûcherons. Combien de témoins? Alors, il y a 6 hommes dans le pick-up qui, cette fois, la peur a disparu. Cette fois, la peur a disparu. Elle va faire peur à la panique. La panique, vous la contrôlez pas. La panique, c'est un instinct de survie. Vous avez les capsules surrénales sur les reins qui vont dégager beaucoup d'adrénaline. Mike Rogers prend le pick-up et il va partir comme un fou au risque de se tuer sur la piste. Les hommes hurlent, c'est pas des mauviettes, mais là, c'est la panique totale, ils hurlent, et le plus jeune Steve Pierce qui a 17 ans, il pleure, c'est un truc de fou, et ils roulent à tombeau ouvert sur la piste, et ils arrivent sur la départementale. Et là, à ce moment-là, ils croisent d'autres voitures. Et là, la panique s'atténue, Mike Rogers essaye de réfléchir, il dit, mais on ne peut pas abandonner Travis. Travis, c'est mon ami. Et donc, ils remontent dans la forêt, et dans la forêt, ils connaissent bien sûr la forêt de Sidwell Parker, mais là, il y a un état de choc qui est là. Ils vont descendre du pick-up avec la torche, et ils vont rester, non pas éparpillés, mais groupés. Les 6 hommes vont rester groupés pour essayer de retrouver Travis. Ils fouillent avec la torche de partout, dans les buissons, ils vont faire 10 mètres, 20 mètres, 50 mètres, 100 mètres. Travis a disparu. Travis a disparu. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils remontent dans le pick-up et ils sont tétanisés, ils sont en état de choc. Un état de choc important. Ils vont décider d'aller voir le shérif de Snowflake, le shérif Martin Gillespie, et ils vont lui dire la vérité. Mais la vérité, ça va être dur à dire. Mike Rogers, il commence par expliquer que voilà, Travis Walton a disparu. Voilà, et alors le shérif il demande comment. Et Mike Rogers dit c'est une soucoupe volante qui l'a enlevé. Alors là, le shérif Martin Gillespie, il regarde d'abord s'ils ne sont pas bourrés. Hein. Pourtant, il n'est pas psychologue.
les 6 hommes, c'est pas des mauviettes, mais ils sont dans un état de choc important. Et donc, bon, ils montent dans la forêt avec eux et ils regardent, il n'y a pas de... Ils ne bougent pas, non, ils disent, écoutez, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu une bagarre, vous l'avez tué, ça s'est mal passé, racontez-moi un peu, voilà, les peines seront allégées. Les hommes ne bougent pas, ils disent non, non, c'est une secoupe volante, c'est un vaisseau, il a été enlevé. Ok. Il retourne, il redescend à Snowflake, et là, il va, le shérif du comté de Navajo, Martin Gillespie, va appeler le marshal, Kurt Ellington. Et le lendemain, les battues vont commencer, les recherches vont commencer. Mais le marshal Kurt Ellington, la première chose qu'il va faire, quand il va rencontrer les bûcherons, il va aller vers eux et puis il va sentir s'ils ne sentent pas la marijuana. Et puis bon, il les voit qu'ils sont d'aplomb et puis qu'ils ne rigolent pas. Donc Travis a disparu le 5 novembre. Les battues vont être mis en route le 6 novembre. Donc c'était donc le jeudi 6 novembre 1975. Et là, il va y avoir une soixantaine d'hommes, des policiers et un maître-chien qui va venir de la prison d'Arizona. Et chaque bûcheron sera encadré par des policiers qui, toute la journée, vont dire à chaque bûcheron, bon allez, tu as tué Travis Walton, raconte-nous, tu l'as mis où c'est que vous avez mis le corps? Donc un stress supplémentaire pour les bûcherons. Mais bon, les bûcherons ne se démontent pas, non, c'est un engin qui a disparu. Et à un moment donné, il y en a un qui est le chef d'équipe, Mike Rogers, va remarquer des hommes qui sont indépendants des policiers, qui sont indépendants des volontaires, qui viennent avec des compteurs Gégère et qui vont aller sur les lieux supposés où le vaisseau spatial s'est positionné. Et bon, apparemment, il n'y a pas de radioactivité. Et alors là, le chef d'équipe, Mike Rogers, dit « Messieurs, venez, nous on était à proximité du vaisseau spatial, est-ce qu'on aurait de la radioactivité sur nous, sur nos vêtements ?» Donc ces hommes inconnus viennent avec les compteurs et ils relèvent aucune radioactivité. Et là, Mike Rogers se dit « Mais bien sûr, on a changé de vêtements. Par contre, il y a encore les casques dans le pick-up. » Il fonce dans le pick-up et il va chercher les casques des bûcherons. Et là, ces hommes inconnus, certainement venus d'un organisme spécial, mettent le compteur Gégère sur les casques. Et là, le compteur Gégère, il crépite. Et donc, Mike Rogers, il dit, mais vous êtes qui? Vous venez d'où? Et pourquoi? La seule réponse qu'il aura, c'est que les hommes, regardant les compteurs Gégère, prendront des notes et ils partiront. Ils vont demander aux policiers qui étaient ces hommes, ils ne le sauront jamais. Le 6 novembre, donc, ils rentrent. Aucune trace. Travis Walton disparaît. Le lendemain, le 7 novembre, là, cette fois, ils vont employer les gros moyens. Il va y avoir des centaines de volontaires et ils vont faire une prospection dans un rayon de 30 km, 32 km. Il va y avoir aussi des pisteurs apaches, des chasseurs, des types qui connaissent la nature par cœur et qui vont essayer de retrouver le moindre indice. Là aussi, les policiers suivront les bûcherons et ils ne vont rien retrouver. Ils vont même employer un hélicoptère. À la fin de la journée du 7 novembre, aucun indice, aucune trace de sang. Travis Walton a disparu. Donc on était jeudi, c'est le vendredi, le 8 novembre, c'est ça. Le 8 novembre, les recherches continuent, mais la population, elle, les bûcherons et leurs familles, sont traités d'assassins. Ils vont subir la moquerie, enfin surtout les insultes de la petite ville de Snowflake, parce que Snowflake, dans l'Arizona, c'est une ville d'origine mormon. Snowflake, c'est une petite ville à l'époque, on est en 75, maintenant Snowflake compte à peu près 5000, un peu plus de 5000 habitants. Et à l'époque, là, tout le monde connaît les bûcherons, mais là, les bûcherons sont insultés, sont menacés. Alors je ne dis pas
en plus de l'état de choc de la disparition de Travis, l'ambiance psychologique qui peut régner. Et puis finalement, le 9 novembre, ils vont être... on leur propose, puisqu'ils sont droits dans leur basket, hein, ils ne bougent pas, Travis a été enlevé par une soucoupe volante. Ils vont être soumis au détecteur de mensonges par un expert qui va venir je crois de Phoenix, la capitale de l'Arizona, c'est la pour ses lumières en 97. Et donc il va les soumettre au test du... Je ne me rappelle plus si c'est l'échographe ou le contrôlographe. Le polygraphe, voilà. Et donc, ils vont commencer, ils sont un peu vicieux, ils vont commencer par le plus jeune, par Steve Pierce, qui a 17 ans. Et cet adolescent, bah, il est impressionné parce que le test dure 2 heures, on vous met des capteurs partout sur le corps, et l'examinateur va poser des questions de façon répétée. Par exemple, 4 questions précises. Avez-vous tué Travis Walton? Réponse, non. Et donc, l'appareil note la réaction sur la bande enregistreuse. Avez-vous tué Travis Walton? À 4 reprises. Et chaque fois, la réponse est non. Après, l'examinateur pose la question, une secoupe volante a-t-elle enlevé Travis Walton? Réponse, oui. Une secoupe volante a-t-elle enlevé Travis Walton? Ils vont vous poser la question 4 fois à chaque fois, sur d'autres sujets aussi. Et là, à la fin du test, l'examinateur le met de côté. Et donc, toute la journée, les bûcherons vont passer. Alors, sur les 6 bûcherons, 5 vont réussir le test du polygraphe. Et il y en a un c'est une tête brûlée, ça doit être Dwayne Alice. À un moment donné, il envoie balader l'examinateur, il me dit « mais moi je ne vais pas répondre à vos conneries, là ça ne m'intéresse pas ». Et le test est arrêté et il quitte la salle. L'examinateur fait le bilan et quand il sort, les 2 shérifs l'attendent, surtout le shérif Martin Gillespie. Il lui dit « alors ?» Et bien là, l'examinateur va mettre une bonne claque au shérif. Il va lui dire « je ne sais pas ce qu'ils ont vu, mais ils disent la vérité. Ils n'ont pas tué Travis Walton et ils ont vu quelque chose. » Là, le shérif est complètement KO. Et là, cette fois, les médias sont alertés. Alors, il y a les médias. Il y a ce qu'ils appellent d'abord, parce qu'ils se foutent un peu de leur figure, en 75, c'est pas évident, hein, c'est comme nous en France, les petits ufologues de province. Les omniologues, et puis il y a quelqu'un qui a, alors hasard, synchronicité, il y a quelqu'un qui a déménagé du Wisconsin, c'est Jim et Coral Lorenzen qui ont fondé l'APRO, une association privée qui s'occupe des phénomènes aériens, qui vont foncer tout de suite chez la famille de Travis Walton et qui vont récolter, qui vont savoir parler, qui vont savoir s'approcher, qui vont savoir récolter tout son témoignage. Et ce témoignage, moi, est indépendant des reportages, parce que je déteste le copier-coller. J'aime bien aller à la source de l'information, de façon à ce qu'on sache de quoi on parle. Et là, bon, j'ai sélectionné 2 reportages et j'ai fait des mises en commun, mais j'avais des informations qui dataient de 1979 par une amie à moi qui est décédée, c'est Madame Geneviève Van Cleve, qui était directeur d'école primaire et qui était souvent en relation avec les États-Unis, notamment avec l'APRO, et qui connaissait bien les travaux de Bob Hopkins, de David Jacob, du docteur Maccabi, de Léo Sprinkle, et puis d'autres. Et donc, elle a écrit un livre qu'on ne trouve pas en librairie, et qui détaille un peu le processus de ce qui s'est passé dans le vaisseau spatial avec Travis Walton. Mais je vais en parler un peu plus tard. Donc on est le 9 novembre. C'est les bûcherons qui étaient, non pas des amis, mais ils travaillaient pour gagner leur vie. Par le lien d'amitié, c'était Travis Walton avec Mike Rogers. Et là, tout d'un coup, dans l'épreuve, ils sont soudés. Ils sont soudés, et alors là, coup de théâtre. Coup de théâtre, le 10 novembre. Travis Walton réapparaît. Alors là, c'est la stupéfaction totale. Alors dans les reportages que j'ai vus, Travis Walton est habillé. Non,
Travis Walton va se retrouver complètement nu sur la route. Il va appeler alors en PCV son beau-frère qui va dire arrêtez vos conneries, vous êtes qui et tout. Et il est obligé de se répéter, si je tiens compte de l'exactitude du reportage, donc pour que son beau-frère vienne le chercher. Il va se jeter dans les bras de son beau-frère, il va pleurer. Travis Walton, c'est un sportif, il a à peu près maigri de 5 kilos. Et il va voir ça. Il n'apparaît pas à l'endroit où il a disparu. Voilà, il n'apparaît pas à l'endroit où il a disparu. Tout à fait, il apparaît sur les environs de Snowflake sur la route. Voilà. Dans un état de choc, je vous laisse imaginer, hein, pourtant, c'est pas un mec qui plane, qui est émotif. Enfin là, il a dû subir quelque chose de terrible. Et là, ben, la mère de Travis Walton alerte les autorités, elle alerte le shérif. Et alors là, c'est le coup de théâtre monumental. La population est au courant, les médias sont au courant. Et puis alors, bien sûr, ses compagnons d'infortune vont le rencontrer. Et ce n'est plus le même Travis Walton qui si vous le cherchez du regard, va vous répondre. Non, c'est un homme qui est assis dans une chaise, qui est complètement prostré, qui regarde ses compagnons, et il écoute ses compagnons qui lui expliquent ce qui s'est passé. Il a été frappé par un rayon bleu d'une puissance incroyable, il est monté en lévitation, il est resté en lévitation à près de 6 mètres du sol, et puis après il est retombé par terre, et là ses amis étaient partis, hein, sous le coup de la terreur. Et il ne parle pas tout de suite, hein, Travis Walton, hein, parce que ce qu'il va vivre, ce qu'il a vécu, c'est tellement fort que c'est carrément, c'est plus qu'un viol, il y a un état de choc très profond. C'est avec l'hypnose, avec des personnes qui vont lui faire revenir progressivement les souvenirs qui sont enfouis dans le subconscient, qui va révéler l'énormité de ce qu'il a vécu. Ce qu'il a vécu, voilà ce qui s'est passé. Il s'est retrouvé sur une tente d'opération, complètement nu, avec un appareil sur le thorax. Et il ressentait une très grande douleur. Et il y avait une lumière omnidirectionnelle. Donc c'est la même lumière qui est décrite par pas mal de contactés que j'ai rencontrés, que ce soit Jean Miguel ou d'autres. Donc l'éclairage, on ne sait pas d'où vient, mais ça éclaire toute la pièce. Et puis là, il est en train de se réveiller. Et alors là, il commence à avoir une terreur pas possible, parce qu'à côté de la tente d'opération, il y a un appareil qui est sur son poitrail. Il y a des petits êtres d'1,20 m à peu près, avec une grosse tête, des yeux noirs, mais plutôt en amande, qui ont une tenue un peu de chirurgien, enfin une tenue, une blouse. Et là, la douleur, là, Travis, qui est quelqu'un d'explosif, quand il voit ça, là, il explose, et là, il va arracher les tubes, il va arracher la machine, il va repousser les nains, là, qui sont là, et il va partir dans les coursières du vaisseau spatial. Il va être pris il va essayer de s'échapper, il est en pleine folie, en pleine interrogation, on se met à sa place, hein. Et là, à un moment donné, il y a un être humain en combinaison qui va venir. Et d'après son témoignage, hein, de ce qu'il a dit, de ce qui est retranscrit donc, presque 50 ans plus tard, qu'on trouve sur Internet, il va décrire comme nous, des hommes, mais comme j'en ai parlé tout à l'heure, comme m'avait communiqué Bernard Toinel, qui est à Los Angeles, en Californie, m'a envoyé la photo. Ils ont des yeux qui sont différents des êtres humains. Ça n'a rien à voir avec des êtres humains, alors plus gros, effilés. Et là, ce qui le choque à travers Bon, ils ont la même morphologie que nous, mais c'est surtout le visage et les yeux. Et donc, il y en a un qui l'attrape et qui l'emmène, bien sûr, dans une pièce de ce vaisseau. Et à un moment donné, il va se retrouver, si j'en crois toujours la véracité du reportage, hein, toute réserve, hein, là, c'est... Quand je suis sûr, c'est quand j'ai fait l'enquête. Là, j'écoute ce qu'ils disent, et donc il y a 2 hommes et une femme qui vont l'attraper, qui vont le mettre sur une table, et qui vont lui poser un masque sur la tête,
Et Travis approche des battes, et là, il va perdre connaissance. Voilà, et après, il va se retrouver élu sur la route, il aura le temps de voir une lumière qui s'élève. Alors, il va y avoir, comment dirais-je, il va y avoir bien sûr il va aller chez le médecin. Chez le médecin... Un peu verbose, si vous pouvez de temps en temps vous tourner un petit peu vers là. Ah, pardon, excusez-moi. Alors oui... Il n'y a pas son micro trop près. Ah, d'accord, très bien. Comme ça, c'est bon. Voilà. Alors, donc, oui, il va être amené chez un médecin qui va le sculpter. Et donc, ils vont noter c'est sur le bras droit, une profonde comme une saignée, comme un trou, quoi. Voilà. Bon, il y a eu ça, mais ce qu'ils disent pas dans le reportage, c'est que Travis a bien noté, parce qu'à ce moment-là, la mémoire doit super bien fonctionner, hein, il a noté une espèce de cône en verre qui ressemble un peu à un vagin, et qui était sur la table d'opération. Alors, Jim Lorenzen donc, communique ces informations à Geneviève Van Cleef. Geneviève Van Cleef le relate dans ce livre. Et alors, ils font le rapprochement. Ils pensent que non seulement Travis Walton a subi donc prélèvement de sang, mais qu'il y avait aussi prélèvement de sperme. Donc, comment ils font le rapprochement? Parce qu'il y a eu d'autres abductés, d'autres, on va dire des hommes, qui ont été pris et qui ont parlé de ce cône en verre transparent qui avait été appliqué sur les parties génitales, avec en plus, comme avec Barney Hill, une sorte de... il pose quelque chose d'électrique sur le bas-ventre pour favoriser la mise en route des testicules. Voilà ce qui a été, disons, le rapprochement. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Que bien sûr tout le monde a essayé de démolir Travis Walton, mais c'est un cas d'école qui est super intéressant pour disons, ces organismes qui font de la désinformation. Parce que, bon, on avait affaire à des bûcherons, le polygraphe a donné des résultats positifs, et puis 49 ans plus tard, là j'ai vu, il y a des reportages, ils n'ont pas changé. Par contre, au niveau de leur vie sociale, certains ont quitté l'État de l'Arizona, parce qu'ils ont été complètement dégoûtés de la réaction des gens qui croient aux médias, qui ne se rendent pas compte de l'état des bûcherons, de ce qu'ils ont vécu. Et puis Travis Walton a passé un test du polygraphe, je crois en 93, avec, je crois c'est Dan Dallis qui avait envoyé balader l'examinateur, et là le test va se révéler positif. Alors, si on voulait vraiment faire une enquête de terrain sérieuse, on prend un billet d'avion, on va en Arizona. Travis Walton est toujours vivant, il a 71 ans. Hein. Voilà, et il pourrait peut-être plus donner plus de détails, mais voilà, donc l'affaire Travis Walton. Voilà. Qu'a-t-il fait de ça dans sa vie? Eh ben, il est devenu un peu une star. Il y a eu un film qui a été tourné là-dessus. Bien sûr, il a été contacté par Bob Hopkins, David Jacob, tous les spécialistes. Mais sa vie sociale a été modifiée, bien sûr. Ça a été un bouleversement, d'ailleurs pour tous les bûcherons, hein, au niveau relationnel. Certains ont été marqués à vie, certains ont repris le travail, mais d'autres, je sais qu'il y en a qui ont quitté l'État d'Arizona. Mais il ne faut pas croire que des rencontres comme ça imprévues, alors ça dépend avec quelle race extraterrestre vous tombez, voilà, donc ça marque. Mais ce qui est intéressant, c'est que malgré qu'on essayait de démolir Kurt Travis Walton, vous voyez, 75, 85, 2024, c'est toujours là et les hommes n'ont pas changé. Quand on a vécu, quand on dit la vérité, ça ne bouge pas. Ils abduquent que des humains? Ah non, ils n'appliquent pas que des humains. Non, ils appliquent aussi, on a des vaches, on a des poulets,
Je vais vous dire, j'ai eu une enquête de Marius Desvilles à Carouble dans le Nord en 54. Quand ils sont venus, donc Marius Desvilles avait une petite fermette, ils sont venus lui prendre ses poules, tranquillement, ils sont repartis. Voilà. Moi j'ai une question. Ce qui arrive récemment, enfin on parle beaucoup sur les chevaux, là, on leur coupe l'oreille, des choses comme ça. Alors il y a deux solutions. Soit vous avez affaire à des dingues qui font du satanisme, soit, ça ne correspond pas à ce qu'on appelle les mutilations animales, parce que on a eu des cas de mutilation animale en France où on a trouvé des génisses ou des vaches complètement vidées de leur sang, sans je veux dire, d'attaque comme un prédateur normal, qui était laissé sur place. Donc là, pour les chevaux qui sont découpés, bon, je pense que ça doit être quand même des dingues. Voilà. Jean.